Allez, pour commencer, je vous propose un chiffre. Un chiffre qui frappe. On vous écoute. La température de surface du globe, elle a augmenté plus rapidement depuis 1970 que pendant n'importe quelle autre période de 50 ans, Attendez, sur combien de temps? sur les 2000 dernières années. Ah oui, quand même. Voilà. C'est une des conclusions choc du document qu'on va décortiquer ensemble aujourd'hui. Le tout dernier rapport de synthèse du GIEC, c'est en quelque sorte le verdict de la science mondiale sur l'état de notre climat. Le consensus absolu. Exactement. Notre mission, c'est de plonger dans ce document qui est très très dense pour en extraire l'essentiel. En gros, où en est-on, où va-t-on et surtout, qu'est-ce qu'on peut encore faire? Oui, et il faut vraiment saisir l'importance de ce rapport. Ce n'est pas une étude isolée, hein. C'est une méta-analyse, la synthèse de milliers de publications scientifiques, validée ligne par ligne. Ligne, par des centaines de scientifiques et par tous les gouvernements du monde, c'est, je crois, le consensus le plus solide que l'humanité ait jamais produit sur un sujet. C'est énorme, hein. Du coup, pour s'y retrouver, je propose qu'on avance en 3 temps. D'abord, on pose le diagnostic. La situation actuelle, les causes, d'accord. Ensuite, on se projettera un peu, les risques futurs. Et enfin, et c'est crucial, on regardera la feuille de route, les solutions. Parfait. Alors allons-y pour le diagnostic. Le premier message du rapport, il est martelé avec une force assez rare dans le monde scientifique. Oui, le réchauffement est sans équivoque d'origine humaine. On a déjà atteint plus 1,1 degré par rapport à l'ère pré-industrielle. Et la cause, ce sont nos émissions de gaz à effet de serre. Oui, et pour donner une idée de l'ampleur, le rapport nous donne une perspective vertigineuse. Les concentrations de CO2 dans l'atmosphère aujourd'hui, Oui, ce sont les plus élevées depuis au moins 2 millions d'années. 2 millions d'années. Et pour le méthane, c'est un record depuis 800 000 ans. On a littéralement modifié la chimie de notre atmosphère, à une vitesse et une échelle sans précédent pour notre espèce. Et on sait d'où ça vient précisément. Ah oui, la source est très claire. En 2019, près de 80% de ces émissions, eh bien, ça venait de notre façon de produire de l'énergie, de nos industries, nos transports, nos bâtiments, notre modèle de société en fait. Ce qui m'a aussi frappé, c'est que le rapport met en lumière une inégalité criante. On n'est pas, Ah oui, ça c'est un point absolument fondamental. on n'est pas tous logés à la même enseigne face à ça, quoi. Pas du tout. Et les chiffres sont parlants. Le rapport montre que les 10% des ménages les plus riches de la planète sont responsables de, tenez-vous bien, 34 à 45% des émissions mondiales. Presque la moitié. Une part énorme, oui. Et à l'autre bout du spectre, la moitié la plus pauvre de l'humanité, eux, C'est... n'en génère que 13 à 15%. L'écart est juste colossal. Et ce chiffre, il est crucial. Il nous dit que le changement climatique n'est pas juste un problème de l'humanité en général. Il est profondément lié à nos modèles de consommation. Et donc au plus gros levier d'action. Exactement. L'enjeu n'est pas de blâmer, mais de comprendre que cibler la consommation des plus aisés a un impact mathématiquement démesuré. D'accord, ça c'est pour les chiffres. Mais là où ça devient vraiment concret, c'est qu'on ne parle plus de modèle théorique pour le futur. Le rapport est formel, on vit déjà les conséquences. Partout. Exactement. Vous savez, en lisant ces passages, on sort des graphiques. On pense aux incendies qu'on a vus aux infos au Canada, en Grèce. Aux inondations en Belgique, au Pakistan. Voilà. Le rapport met des mots et une rigueur scientifique sur une angoisse qui est devenue très concrète pour beaucoup de gens. Il documente l'intensification des vagues de chaleur, des pluies torrentielles, des sécheresses. Et il y a cette conséquence plus lente, mais implacable. L'élévation du niveau de la mer. On a déjà pris 20 cm depuis 1901. Et le plus inquiétant, c'est que le rythme, il s'accélère. Et cette accélération, elle a un coût humain terrible. Il y a une statistique dans le rapport qui m'a glacé le sang. Laquelle? Entre 2010 et 2020, la mortalité due aux inondations, sécheresse et tempêtes a été 15 fois plus élevée dans les régions les plus vulnérables. 15 fois. 15 fois. Hmm. C'est un chiffre qui illustre brutalement ce qu'on appelle l'injustice climatique. Ceux qui ont le moins contribué au problème sont ceux qui payent le prix le plus fort. Et cette vulnérabilité, elle touche aussi les écosystèmes. Oui, bien sûr, les écosystèmes dont on dépend. Le rapport parle de dommages déjà irréversibles, des espèces qui disparaissent localement après une canicule, des glaciers dont la fonte perturbe l'accès à l'eau pour des centaines de millions de personnes. Et il y a le permafrost. Oui, le dégel du permafrost. Ce sol gelé du Grand Nord qui commence à relâcher des quantités massives de méthane. C'est une véritable bombe à retardement climatique.
On le voit aussi dans des domaines très directs comme notre alimentation ou notre santé. Oui, c'est très tangible. Le réchauffement a déjà ralenti la croissance de la productivité agricole. C'est plus difficile de produire de la nourriture. Et l'eau, la moitié de la population mondiale subit de graves pénuries d'eau au moins un mois par an. La moitié. Et sur le plan sanitaire, Les impacts sont multiples. Plus de décès liés à la chaleur, la propagation de maladies et un aspect souvent oublié, la santé mentale. la santé mentale, oui. L'éco-anxiété, le stress post-traumatique après une catastrophe, c'est une réalité documentée par la science. Le portrait de la situation actuelle est assez sombre. Alors, si on se tourne vers l'avenir, qu'est-ce que ce diagnostic implique? Vers quoi on va? Le rapport insiste sur une idée simple mais capitale. Chaque dixième de degré compte. Il n'y a pas de seuil magique où tout bascule. C'est un continuum. Plus on réchauffe, plus les risques augmentent. De manière non linéaire, oui. Et il faut être lucide sur un point. Le fameux objectif de 1,5 degré, Oui. le rapport nous dit qu'il sera très probablement atteint, voire dépassé, d'ici le début des années 2040. Même dans les scénarios les plus optimistes. Attendez, ça change tout. On a toujours entendu parler de l'objectif 1,5 degré comme une limite à ne surtout pas franchir. Et là, on nous dit que c'est presque certain qu'on va la franchir, au moins temporairement. Ça change la perspective, en effet. Ça change tout, non? L'enjeu n'est plus seulement d'éviter de dépasser 1,5 degré Celsius. C'est de tout faire pour que ce dépassement soit le plus faible et le plus court possible, et ensuite de revenir en dessous. Et comment on peut se représenter ça concrètement? Eh bien, pour visualiser, le rapport nous aide à imaginer des futurs différents. Prenez une carte météo du futur. À plus de degrés, les canicules extrêmes, celles qui étaient rares, deviennent la norme de l'été en Europe. D'accord. Et à +3. À plus 3 degrés, des régions entières, comme le bassin méditerranéen, connaissent une sécheresse agricole extrême. Et à +4? On assiste à une augmentation spectaculaire des pluies diluviennes. Donc ce n'est pas juste un peu plus chaud, c'est un effet domino en fait. Les risques ne s'additionnent pas, ils se multiplient. C'est exactement ça. Le rapport parle de risques en cascade. Une sécheresse prolongée affecte l'agriculture, Ce qui crée une insécurité alimentaire. qui peut exacerber des tensions sociales, des migrations, et tout ça peut interagir avec une pandémie ou un conflit. Ces interactions rendent les crises bien plus difficiles à gérer. Et au milieu de tout ça, il y a cette notion de changement irréversible, les fameux points de basculement. Quand le rapport dit que la fonte des calottes glaciaires devient probable entre 2 et 3 degrés. Est-ce que ça veut dire qu'il y a un point de non-retour? C'est la grande crainte. Pour l'élévation du niveau de la mer, par exemple, le rapport est formel. C'est un processus qui est déjà enclenché et inévitable pour des siècles. Inévitable. Oui, même si on stabilise le climat à 1,5 degré Celsius, on est déjà engagé pour une hausse de 2 à 3 mètres sur les 2000 prochaines années. On a mis en mouvement une inertie colossale. 2 à 3 mètres. Et pour les calottes glaciaires du Groenland et l'Antarctique, oui, il y a bien un point de non-retour. Si on maintient un réchauffement entre 2 et 3 degrés assez longtemps, leur désintégration devient probable. Et là, on parle de plusieurs mètres supplémentaires. C'est un héritage d'une portée vertigineuse pour les générations futures. Face à un diagnostic aussi lourd, la réaction naturelle, c'est de se sentir un peu écrasée, impuissante. Oui, et c'est justement là que le rapport devient, paradoxalement, une source d'action. Car il consacre une énergie considérable, non pas à seulement décrire le problème, mais à cartographier de façon très précise les solutions, celles qui sont déjà sur la table. Alors, par où on commence? Comment est-ce qu'on s'attaque à un problème de cette taille? Le principe de base, c'est ce qu'on appelle le budget carbone. C'est une analogie assez simple. C'est un peu comme le budget de votre compte en banque. La science nous dit, voilà la quantité maximale de CO2 que l'humanité peut encore émettre avant d'être complètement dans le rouge pour l'objectif 1,5 degré. Et on est en train de faire des dépenses folles avec la carte de crédit planétaire, c'est ça? C'est exactement ça. Et il y a un calcul dans le rapport qui donne vraiment le vertige. Les scientifiques ont additionné toutes les émissions futures des infrastructures à combustible fossile qui existent déjà. Les centrales à charbon, les puits de pétrole. Voilà. Et rien que le fait de les faire fonctionner jusqu'à la fin de leur durée de vie normale, eh bien ça nous fait dépasser notre budget carbone pour rester sous les 1,5 degrés. Donc, même si on ne construisait plus rien de nouveau à partir de demain, juste en utilisant ce qu'on a déjà, on explose le budget. On explose le budget, c'est-à-dire l'urgence. Pour avoir une chance, le rapport est très clair, il faut des réductions d'émissions profondes, rapides et immédiates.
Pas en 2050, mais maintenant. Dès cette décennie. Le chiffre clé, c'est une réduction des émissions mondiales de gaz à effet de serre de 43% d'ici 2030. Par rapport à 2019. C'est une transformation radicale en moins de 10 ans. Absolument. C'est pour ça que le rapport parle d'une fenêtre d'opportunité qui se referme rapidement. D'accord, 43% en moins de 10 ans, ça paraît colossal. Par où est-ce qu'on commence? Quels sont les plus gros leviers? Alors le rapport identifie des solutions dans tous les secteurs. Le plus grand levier, c'est notre système énergétique. La voie est claire. Réduction massive de l'usage des combustibles fossiles. Charbon, pétrole, gaz. Tous. Et en parallèle, un déploiement massif du solaire et de l'éolien. La bonne nouvelle, et le rapport le souligne, c'est que ces énergies sont devenues les options les moins chères dans beaucoup d'endroits. Et l'efficacité énergétique, j'imagine? Bien sûr, isoler les bâtiments, avoir des appareils moins gourmands. L'énergie la plus propre, c'est toujours celle qu'on ne consomme pas. Et pour nos villes, où la plupart d'entre nous vivons, ça ressemble à quoi concrètement, cette transformation? Pour les villes, c'est une combinaison. Développer massivement les transports en commun et la mobilité active. Le vélo, la marche. Réduire la dépendance à la voiture. Exactement. C'est aussi construire et rénover des millions de bâtiments pour qu'ils soient beaucoup plus efficaces. Et c'est, intégrer la nature en ville. Des parcs, des toits végétalisés, et voilà. Ces infrastructures vertes aident à lutter contre les îlots de chaleur et à mieux gérer les fortes pluies. Et ce qui est formidable, c'est que ça a des co-bénéfices immédiats. Un air plus pur, moins de bruit, une meilleure santé pour les habitants. On parle beaucoup d'énergie, de transport, mais l'alimentation et l'usage des terres, c'est aussi un morceau important du puzzle, non? C'est un levier majeur. Le rapport insiste sur la protection des écosystèmes qui nous restent. Les forêts, les tourbières, ce sont nos meilleurs alliés pour absorber le carbone. Et pour nos assiettes, 2 actions clés. D'abord, réduire le gaspillage alimentaire, qui est colossal, et ensuite opérer une transition vers des régimes alimentaires plus durables, ce qui, dans nos sociétés, signifie souvent consommer moins de produits d'origine animale. Mais toutes ces transformations dans l'énergie, les villes, l'alimentation, ne risquent-elles pas d'être socialement injustes, de laisser des gens sur le carreau? C'est une question absolument centrale. Et le rapport y répond très fortement. Il affirme que la prise en compte de l'équité, de la justice climatique n'est pas une option. C'est une condition pour que ça marche. C'est une condition indispensable pour que la transition réussisse. Une politique climatique perçue comme injuste est vouée à l'échec. Ça veut dire qu'il faut s'assurer que les plus vulnérables soient protégés, accompagnés. Et puis, il y a la question qui fâche. L'argent. Qui paye pour tout ça? Le rapport met les pieds dans le plat. Il estime que les investissements dans l'action climatique doivent être multipliés par 3 à 6. C'est énorme. C'est énorme. Mais, et c'est le point clé, le rapport dit aussi qu'il y a suffisamment de capitaux dans le système financier mondial. Le problème n'est pas le manque d'argent. Ça qu'il ne va pas au bon endroit. Exactement. C'est un défi colossal de réorientation des flux financiers pour qu'ils arrêtent de financer le problème et commencent à financer massivement les solutions. Alors, si on devait synthétiser ce que nous apprend cette analyse monumentale, quelle serait la conclusion principale? Je dirais qu'il y a 4 messages essentiels. Premièrement, le diagnostic scientifique est sans appel, les impacts sont déjà là et ils sont graves. D'accord. Deuxièmement, notre avenir se joue maintenant. Cette décennie. Les choix d'aujourd'hui détermineront le climat pour des milliers d'années. Troisièmement, les solutions existent. Elles sont viables, efficaces, le blocage n'est plus technique. Et donc, le 4e point? C'est que l'enjeu est désormais profondément politique, social et financier. C'est notre capacité collective à mettre en œuvre ces solutions à la bonne échelle et à la bonne vitesse. Pour conclure, il y a une phrase du rapport qui me semble résumer parfaitement la portée historique de notre situation. Oui, c'est une phrase qui pèse lourd. Les scientifiques écrivent « Les choix et les actions mises en œuvre au cours de cette décennie auront des répercussions pour des milliers d'années. » Pour des milliers d'années, pensez-y une seconde. Pas seulement pour nos enfants ou nos petits-enfants, pour des milliers d'années. Ça nous place face à une responsabilité écrasante. Nous sommes la première génération à comprendre pleinement le problème et la dernière à pouvoir y faire quelque chose de décisif. C'est le poids et peut-être le privilège de notre moment présent.